Ok. Bonsoir. Bienvenue à tous ceux d'entre vous qui nous ont rejoints pour cette nouvelle rencontre d'Université populaire, rencontre qui bien sûr dématérialisée, et vous savez pourquoi. Alors, je précise tout de suite que ce ne sera pas notre dernière rencontre de cette année, puisque nous recevrons le 31 mai l'écrivain Jacques Darras pour une nouvelle conférence, Tout Picard que j'étais, nouvelle édition de Tout Picard que j'étais, bien. Puis, au mois de juin, le 10 juin exactement, nous recevrons l'historien Tess Doux qui nous parlera des usines Cosra d'Amiens. Il s'agit d'ailleurs d'un prélude à une table ronde qui se tiendra un peu plus tard sur les métamorphoses du monde ouvrier à partir de la situation économique d'Amiens. Alors, nous avons le plaisir et l'honneur ce soir de recevoir Madame Bantini, Madame Ludivine Bantini. Madame Bantini, vous êtes historienne, spécialiste, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Rouen en Normandie, et vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. À vrai dire que j'ai entendu parler la première fois de vous à l'occasion d'une conférence qui s'est tenue à l'Université populaire sur le mai 68, le mouvement de mai 68. Effectivement, on m'a parlé à ce moment-là de votre livre, 1968, deux grands soirs en petit matin, livre qui a été publié donc en 2018, au moment où nous fêtions le 50e anniversaire de ces événements. Voilà. Et puis, bien entendu, vous avez écrit d'autres livres. Parmi eux, je citerai La France à l'heure du monde de 1981 à nos jours, publié en 2017. Je citerai également La plus belle avenue du monde, une histoire politique et sociale des Champs-Élysées, publié en 2020. Et puis, plus particulièrement ce soir, un livre qui nous intéresse, La commune au présent, une correspondance par-delà les temps, un livre qui est publié aux éditions de la Découverte en 2021. Bien sûr, j'encourage beaucoup notre public à lire cet ouvrage que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Il se présente, je dirais, vu qu'il se présente sous une forme assez originale, puisque bien que ce soit un travail d'historien et extrêmement bien documenté, il se présente sous la forme d'un échange de lettres avec des protagonistes de la commune. Protagonistes d'ailleurs que je peux voir en face de moi, puisque Madame Bantini nous a projeté quelques figures de la commune. Et ces protagonistes nous sont donc présentés comme s'ils étaient nos contemporains. Il s'agit d'un procédé littéraire, épistolaire, d'une fiction littéraire qui rend possible ainsi des comparaisons, des correspondances entre les faits qu'ont pu vivre les communeux, je dis bien communeux parce que c'est le terme que vous préférez à celui de communard, bien, donc, comparaison des faits qu'ils ont vécus avec des événements actuels. Je parlerai ici de Nuit debout, des Gilets jaunes, puisque vous faites allusion à ces événements. Alors, ce que je trouve de très intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il s'agit d'abord d'un travail d'historien, donc un travail sur des archives qui respectent totalement les règles bien, de la discipline scientifique qu'est l'histoire, mais qui, en même temps, témoigne d'un véritable engagement, ne serait-ce que le fait de tutoyer ces protagonistes comme si nous nous sentions très proches d'eux. Alors, il s'agit d'ailleurs d'un engagement que vous revendiquez, puisque on sait que vous avez pris régulièrement des positions publiques, bien, et que vous êtes très proche de Frédéric Lordon. Si je cite d'ailleurs Lordon, c'est qu'il fut un de nos invités il y a quelques années, bien, donc à l'Université populaire d'Amiens. Alors, cet engagement également, vous le revendiquez sous une autre forme, sous le forme d'un rapport qui est réflexif à votre discipline, l'histoire. D'ailleurs, ça me permet de citer une citation qui me plaît beaucoup, un passage que j'ai trouvé dans un de vos ouvrages dont vous n'avez pas parlé ici, je veux dire par la présentation que vous nous avez donnée,
Cet ouvrage, c'est l'œuvre du temps, mémoire, histoire, engagement. Je lis. Est-ce comme historienne que je m'exprime publiquement? Oui et non. Oui, parce que ce métier et cette formation ont forgé mes positions dans l'étude du passé et de ses possibilités dans ses futurs imaginés. Non, parce que ces engagements me dépassent. Ce sont ceux de tout un chacun sur ce qui nous est commun. Je remarque tout de suite, vous voyez, que dans cette citation, le regard que vous portez, le regard d'historien que vous portez sur le passé, ne consiste pas à le voir comme étant achevé, comme étant révolu, mais le considérer comme un devenir où il y a effectivement des espoirs, des espérances, une ouverture sur l'avenir, avenir d'ailleurs qui est celui qui ouvre sur nous, sur notre présent, et lui-même inscrit dans un temps qui est ouvert sur des possibilités. Alors, vous indiquez d'ailleurs que ces engagements dépassent, parce qu'il s'agit d'actions collectives qui sont bien sûr toujours à faire, qui sont en cours, ouverts vers une certaine incertitude, mais qui supposent bien sûr un engagement réfléchi. Je préciserai que cela rejoint les préoccupations qui sont celles de l'Université populaire d'Amiens, puisque nous avons comme motif, nous avons comme raison d'être, eh bien, penser notre présent, c'est-à-dire un peu ouvrir un débat entre nous pour former des citoyens plus éclairés, prêts effectivement à mieux affronter les problèmes qui sont à venir. Donc, bien entendu, cela concerne également ce dont nous allons parler ce soir, c'est-à-dire la commune. Je précise que le sujet, c'est la commune. Elle n'est pas morte. Tout le monde aura reconnu une citation du poète, écrivain de la commune, communeux, donc Eugène Pottier, bien. Et puis, bien entendu, Madame Bantini, maintenant, je vais vous céder la parole et nous allons vous écouter avec grand intérêt. Je répète les règles qui sont celles de notre habituelles, qui sont celles de nos conférences. Vous allez parler pendant à peu près 1 heure bien, et ensuite nous ouvrirons le débat avec tous ceux qui nous écoutent ici. Voilà, je vous cède la parole, Madame Bantini. Le peuple de Paris, et Paris est une ville populaire, hein, c'est une ville très populaire. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes de la commune ne reconnaîtraient pas du tout leur ville, qui a été, comme vous le savez, très largement, comme on dit aujourd'hui, gentrifiée, hein, c'est vraiment embourgeoisé. Mais à cette époque, c'est vraiment une ville très populaire. Il y a, pour vous donner une idée, il y a environ 1 900 000 habitants à Paris. Beaucoup des classes possédantes ont fui la ville pendant la guerre, pendant le siège, et puis ensuite, pour certaines, fuiront aussi la ville pendant la commune elle-même. Donc, la ville en est rendue d'autant plus populaire. Sur les près de 2 millions d'habitants, il y a 600 000 ouvriers et ouvrières, auxquels il faut bien sûr ajouter les centaines de milliers d'artisans, de commerçants qui sont très proches du peuple. À cette époque, il y a encore très peu de grosses entreprises. On travaille surtout dans des fabriques, dans des ateliers, hein, même s'il y a quelques entreprises de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'ouvriers, mais c'est plutôt rare. Hein. Ce sont des unités de production assez réduites. Alors, à plusieurs reprises, justement, ce peuple de Paris qui va se sentir très rapidement trahi par ce gouvernement républicain. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que le gouvernement soit républicain pour qu'on ait une véritable justice sociale, pour qu'on ait l'égalité. L'un des membres de la commune, Maxime Lisbonne, dira « Liberté, égalité, fraternité, c'est beau comme devise, dommage que ce soit platonique. » Bon. Voilà, c'est-à-dire que finalement, cette République, elle n'apparaît pas réaliser les aspirations démocratiques, sociales de ce peuple parisien. Et donc, à plusieurs reprises, il y a des tentatives pour aller prendre l'hôtel de ville. C'est le cas le 30 octobre 1870. Et donc là, je vais commencer à vous faire apparaître un certain nombre de documents d'archives que j'ai trouvés au cours de cette recherche.
Par exemple, ici, ce papier en tête trouvé à l'Hôtel de Ville, daté du 30 octobre 1870, c'est le papier un papier en tête du gouvernement de la Défense nationale, puisque c'est comme ça que s'appelle le gouvernement proclamé le 4 septembre. Mais quelqu'un a barré de la Défense nationale et a écrit « non parce qu'il n'a rien défendu ». Non parce qu'il n'a rien défendu. On sent qu'il va y avoir une trahison, hein, que le gouvernement veut régler la guerre, aussi parce qu'il finalement préfère aller dans le sens d'un traité de paix avec Bismarck pour mieux avoir des forces pour canaliser justement ce peuple insurgé, ce peuple insurrectionnel. Et le 31 octobre 1870, par exemple, on trouve justement là aussi dans les archives des petits billets comme ça, des papiers. Une partie du peuple de Paris a envahi l'Hôtel de Ville et dit mais voilà, il faut d'autres hommes à la tête de Paris. Donc certains écrivent les noms de certains hommes qui sont connus dans le mouvement populaire, dans le mouvement ouvrier. Et qui, à leurs yeux, représenteraient davantage les intérêts populaires. On trouve même cette note d'Auguste Blanqui, l'éternel révolutionnaire, l'éternel révolté, qu'on va aussi appeler l'enfermé, puisqu'il aura passé l'essentiel de sa vie en prison comme prisonnier politique. Eh bien, Blanqui, vous voyez ici, il est présent à l'Hôtel de Ville le 31 octobre 1870 et il donne l'ordre d'aller chercher des centaines d'hommes d'un bataillon de la Garde nationale, c'est-à-dire la force militaire auto-organisée de Paris, hein, une sorte de milice que le peuple forme. Tous les hommes en âge de porter des armes sont ce qu'on va appeler des fédérés, hein, qui vont d'ailleurs s'organiser dans un comité central de la Garde nationale et vont d'ailleurs ici pratiquer une démocratie interne, une démocratie populaire au sein de cette Garde nationale, puisque les soldats vont élire eux-mêmes leur chef, autre forme d'émancipation que l'on va retrouver à maintes reprises dans cette période. Donc, vous voyez Blanqui là qui en appelle à des bataillons pour essayer justement de prendre le pouvoir populaire. Donc, cette garde nationale, vous en voyez par exemple ici un échantillon avec une carte de fédérés. C'est intéressant qu'ils s'appellent les fédérés, hein, la fédération de la garde nationale, parce qu'ils veulent justement créer une sorte d'unité populaire, hein, d'autodéfense de Paris et s'émanciper aussi par cette démocratie. Une manière vraiment de ne faire aucune confiance dans l'armée sous les auspices du pouvoir central qui, à partir du début de l'année 1871, va s'installer donc provocation pour le peuple de Paris à Versailles. Bismarck a exigé en février 1871 qu'il y ait des élections. Et donc, une assemblée est élue en février 1871 et elle est essentiellement composée de monarchistes. Donc, on est dans une situation complètement paradoxale. Officiellement, c'est la République, mais en réalité, sur les plus de 600 députés, il y a 400 députés monarchistes et 200 députés républicains. Donc, on sent que la République est vraiment en danger, qu'il peut y avoir à tout moment une restauration de la monarchie. Alors, nous, on connaît la suite, évidemment, c'est un peu facile. On sait que cette Troisième République ne va se terminer qu'en 1940, mais à l'époque, toutes les possibilités politiques sont ouvertes et en particulier l'hypothèse de la restauration monarchique est tout à fait plausible et ça va aussi expliquer le soulèvement de la Commune de Paris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous le voyez dans le Montmartre de l'époque, un Montmartre très populaire, avec encore ses moulins. Eh bien, le 18 mars 1871, le chef de l'exécutif, dont je vous ai déjà parlé, Adolphe Thiers, décide qu'il faut en finir avec le danger que représente ce Paris populaire, ce Paris révolutionnaire, et qu'il faut aller récupérer ses armes, et en particulier ses canons, puisque par souscription populaire,
le peuple de Paris a acquis des canons. D'ailleurs, le grand écrivain immense Victor Hugo a contribué très largement à cette souscription pour acheter des canons. Et donc, Thiers veut en finir avec ce danger. Donc, il envoie au petit matin du 18 mars 1871 les troupes de cette armée qu'on va appeler l'armée versaillaise, puisqu'en fait, elle représente ce pouvoir installé à Versailles, un pouvoir autoritaire, un pouvoir proche, encore une fois, des monarchistes, et en particulier à Montmartre, puisqu'au sommet de la butte Montmartre sont entreposés les canons du peuple de Paris. Alors, dans un premier temps, en fait, voilà, vous en voyez quelques-uns de ces canons, mais il y en a en fait des dizaines en haut de la butte Montmartre. Dans un premier temps, l'opération militaire de l'armée versaillaise réussit. Les soldats sont partis au tout petit matin, enfin même en pleine nuit, à 2h, 3h du matin. Ils ont gravi la butte. Ils ont fait un blessé grave, d'ailleurs un fédéré qui montait la garde. Et puis, ils se sont emparés de la butte. Mais ils sont bloqués ensuite parce qu'il y a un problème logistique. Il y a un problème du fait que l'intendance ne suit pas. Et voilà, ça paraît dérisoire, mais finalement, ça change l'histoire. Les chevaux qui devaient acheminer ensuite les canons et les sortir de Paris n'arrivent pas. Certains sont stationnés à la place de la Concorde, donc bien loin de là. Et du coup, ça laisse le temps aux femmes, aux hommes et même aux enfants de ces quartiers populaires, dont celui de Montmartre, de sortir des maisons, d'aller voir les soldats, de leur dire mais qu'est-ce que vous faites, vous nous prenez nos canons, mais ces canons sont à nous. Et puis, vous n'allez pas tirer sur le peuple, vous n'allez pas tirer sur vos frères, vous n'allez pas tirer sur vos mères, vous êtes le peuple. Et ces soldats, qui d'ailleurs n'avaient rien mangé depuis très tôt, étaient partis quasiment sans vivre, sans véritablement de ravitaillement, etc., qui au fond sont assez sensibles à ces interpellations de ce peuple dont ils peuvent se sentir justement très proches, eh bien, mettent crosse en l'air, c'est-à-dire qu'ils fraternisent avec le peuple. Donc, il y a une effervescence absolument incroyable. Et finalement, l'hôtel de ville est pris et un certain nombre de monuments institutionnels sont pris. Justement, Thiers, qui se trouvait avec le gouvernement à Paris, fuit immédiatement de peur d'être malmené par ce peuple parisien. Il fuit donc à Versailles. Jules Ferry, dont on aura l'occasion de reparler un peu, Jules Ferry est à cette époque le maire de Paris et il tient jusqu'au soir, il tient à rester dans l'hôtel de ville qui est pris par les fédérés, par le comité central de la garde nationale, et finalement lui aussi il fuit à Versailles, et il fuit d'ailleurs en emmenant une partie de l'argent, une partie des caisses, les caisses de l'assistance publique, ainsi un véritable trésor de guerre. Il va chercher à priver Paris de ses ressources financières. Ça va beaucoup peser dans la situation. Alors, dans cette ébullition de l'événement révolutionnaire, 2 généraux sont tués par leurs propres soldats, les généraux Lecomte et Clément Thomas. Et ça va peser énormément parce que, du coup, avec la mort de ces 2 généraux, qui ont été, encore une fois, exécutés dans le feu de l'action parce qu'eux-mêmes avaient exigé de tirer sur le peuple. Ils disaient il faut tirer. Et donc, ils ont été fusillés comme ça, de manière, enfin, sans jugement. Et ça va beaucoup peser par la suite, puisque très rapidement, une véritable haine va se déverser sur ce Paris révolutionnaire. On va traiter bientôt les hommes et les femmes qui vont constituer la commune une semaine plus tard de vermines, on va les déshumaniser, on va les animaliser. La plupart des grands écrivains que nous connaissons dans notre panthéon littéraire national, George Sand, Flaubert, la comtesse de Ségur, Alexandre Dumas fils et même Émile Zola, vont justement être absolument impitoyables contre la commune, vont dire que ce sont des barbares, que ce sont des hyènes féroces, qu'ils sont comparables vraiment à des animaux, et vont absolument valider la répression
de cette commune. Alors voilà que le pouvoir devient un pouvoir populaire. Et là, c'est intéressant. Vous avez un mot d'Émile Duval qui écrit à sa femme, qu'on trouve dans les archives Service historique de la Défense. Ma chère femme, ne te chagrine pas d'une si longue absence. Je suis à la préfecture de police qui fut enlevée par nous à minuit sans coup férir. J'espère n'être pas longtemps sans te voir. Je suis installée provisoirement dans le bureau du préfet de police. Donc voilà, en fait, les institutions sont prises par le peuple. Alors, vous ne voyez pas sur le côté, hein, mais là, il est écrit « Paris est dans le droit ». Paris est dans le droit. Ça, c'est quelque chose de très important parce que très rapidement, le comité central de la garde nationale va se dire, mais en fait, voilà, nous avons pris l'hôtel de ville, mais à présent, nous remettons notre mandat. Nous ne voulons pas détenir le pouvoir. Il faut que ce pouvoir soit un pouvoir de droit, il faut qu'il soit légitime. Et donc, le comité central de la garde nationale décide d'organiser des élections qui vont avoir lieu en une semaine et qui vont porter au pouvoir le conseil de la commune. Il est bien écrit ici dans ce document qui date de mars 1871. Ce ne sont pas des élections municipales, c'est barré, c'est communal, parce que ça veut dire autre chose, la commune. La commune, c'est d'abord une référence à la Révolution française, à cette commune insurrectionnelle du peuple parisien, notamment en 1792 jusqu'en 1794, qui était déjà une forme d'auto-organisation populaire. Et puis, ça fait beaucoup plus lointainement référence aux communes médiévales qui entendaient prendre justement leurs droits d'affranchissement par rapport au pouvoir royal, par rapport au pouvoir central. Alors, tout à l'heure, M. Foreau vous a dit que je n'aimais pas beaucoup utiliser le mot communard. En effet, bon, le mot communard, à l'époque de la commune, il n'est pas du tout utilisé par les hommes et les femmes qui y participent. Ceux qui disent communard, hein, comme tous ces mots péjoratifs avec le suffixe en art, les bagnards, les flemmards, les géniards, voilà, tout ce que vous voulez, bon, avec des mots qui sont aussi des insultes, on les a tous en tête, eh bien, c'est un mot des ennemis de la commune. Le mot communeux et communeuse, parfois, il est d'ailleurs aussi utilisé par les détracteurs de la commune, mais il est parfois employé par celles et ceux qui y participent, comme on le voit dans les archives, ici à propos d'une lingère, Pélagie d'Aubin, qui va dire « je suis communeuse, moi ». Donc, je préfère les appeler communeux et communeuses. On est dans une situation difficile toujours à Paris, comme vous l'imaginez bien, d'autant que Paris est privé d'une partie de ses ressources. Ici, je vous montre une lettre très émouvante d'une jeune femme qui est déjà une mère de famille, Amélie de Fontaine, qu'on retrouve aux archives de Paris, qui s'adresse à la commune et qui dit « Je vous prierai d'être assez bon de vouloir faire votre possible pour me faire retirer mon matelas que j'ai mis au mont-de-piété. » Pourquoi? Parce que en fait, le mont-de-piété, ça va être d'ailleurs une des premières décisions de la commune, va concerner ce mont-de-piété. La population pauvre de Paris, mais pas seulement, hein, beaucoup de personnes y avaient recours, ont déposé au mont-de-piété, hein, vous le savez sans doute évidemment, les biens dont on pouvait disposer. Donc on mettait en dépôt en échange d'argent. Si on arrivait à le récupérer avec intérêt, eh bien, voilà, comme c'est le cas d'Amélie de Fontaine, elle est allée jusqu'à déposer au mont-de-piété son propre matelas. Souvent, on se dépouille justement de tout ce qu'on a pour survivre, hein, pour se nourrir et nourrir sa famille. Donc, c'est aussi très émouvant ce genre de document. Et une des premières mesures d'ailleurs de la commune, ça va être d'autoriser ces Parisiennes et Parisiens à récupérer les biens déposés au mont-de-piété. Et la commune, ici vous voyez dans un carnet de renseignements au sein de la commune, dans le quartier des Batignolles. Et bien là, c'est, vous voyez, Baudet a une femme très malade et très malheureux, il ne fait pas partie de la garde nationale, donc grande misère, etc. Bon. Et donc, on va vraiment aussi chercher d'emblée à aider ces femmes et ces hommes qui sont dans le besoin. La commune a quand même un ennemi qui est le propriétaire. Alors, le propriétaire de logement, parce que les propriétaires exigent vraiment que les locataires payent leur loyer rubis sur l'ongle, etc.
Et c'est très difficile dans la situation que je vous ai décrite, hein, vraiment d'une grande détresse. Et dès lors, une mesure de la commune va être justement le moratoire des loyers, c'est-à-dire vous ne pouvez pas payer, faisons une pause, voilà. Vous ne payez pas pour l'instant, on verra plus tard. Donc le moratoire des loyers, c'est très important. Il y a aussi les propriétaires des fabriques, des ateliers. Une autre mesure de la commune consiste à réquisitionner les ateliers qui ont été laissés vacants par leurs propriétaires qui sont allés s'installer ailleurs qu'à Paris. Et donc, c'est vraiment l'idée de faire en sorte que celles et ceux qui travaillent dans ces ateliers puissent finalement, dans une logique que nous, on appellerait aujourd'hui autogestionnaire, travailler sans patron, en fait. Voilà. Et puis, il y a toutes sortes de solidarités, justement, de solidarité populaire qui se mettent en place. Par exemple, ici, vous voyez une cave, voilà, un marchand de vin hein, qui s'intitule la cave démocratique et qui va, comme beaucoup de petits commerçants, donner un certain nombre de vivres, de denrées alimentaires pour aider ce peuple de Paris. La commune s'organise en commission, donc il y a un conseil de la commune avec 79 élus, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont vraiment des hommes du peuple, mais à ce conseil de la commune s'ajoute un certain nombre de commissions, et la question des services publics est tout à fait majeure sous la commune. Hein. Il y a vraiment cette idée qu'il faut au maximum encourager ces services publics. C'est très difficile parce que la plupart des responsables de ces services ont fui Paris et ils ont tout enlevé. Voilà, quand on ouvre les tiroirs dans les bureaux de ces institutions, on ne trouve vraiment plus rien, même pas un tampon, des enveloppes ou du papier à lettres. Donc, il faut tout reconstituer. Et c'est vraiment impressionnant ce qu'a pu faire quand même cette commune dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, justement, on décide aussi d'abolir l'armée permanente. On décide de mettre fin à la préfecture de police. Comme vous le voyez à cette archive, hein, désormais, elle s'appelle l'ex-préfecture de police, et c'est désormais le cabinet du délégué civil. La commune, comme je disais tout à l'heure, elle est pétrie d'internationalisme. Hein, je vous disais qu'il y a cette combinaison entre le patriotisme révolutionnaire et l'internationalisme. Ici, vous voyez un homme qui va jouer un rôle important pendant la Commune de Paris, qui s'appelle Léo Frankel, hein, qui est un ouvrier qui était typographe, hein, là aussi autodidacte, et qui se trouve être hongrois. Et donc, il est élu au conseil de la commune. Alors, on se rappelle qu'en France, les étrangers, comme vous le savez, malgré les promesses sans cesse réitérées, n'ont toujours pas le droit de vote, hein, même pour les élections locales aujourd'hui, alors que sous la commune, des hommes qui n'ont pas la nationalité française peuvent être élus. Et Léo Frankel, non seulement est élu du conseil de la commune, mais il est membre aussi éminent de la commission du travail et de l'échange. Commission du travail, de l'industrie et de l'échange qui va se charger justement de répertorier toutes les associations ouvrières, les associations qui existent par corps de métier. Hein, vous voyez ici les fabricants de cannes et manches de parapluies, les chaisiers, les charpentiers, les chaudronniers, les cloutiers, à droite, les papetiers, les passementiers, les portefeuillistes, les taillandiers, etc., qui vont vraiment s'organiser en coopérative. Hein. L'idée, c'est de pouvoir créer justement ces sociétés populaires, ces associations populaires qui se dispenseraient justement d'en passer par le patronat, en fait. C'est aussi une émancipation par rapport à la logique capitaliste, hein, qui est pour beaucoup dans ce peuple de la commune considérée comme une logique prédatrice, exploiteuse. Hein. Il y a beaucoup de métaphores autour d'un vampire du capital comme ça qui viendrait sucer le sang du peuple ou des ouvriers. Et donc, on va beaucoup s'organiser pour y échapper. Et donc, voilà, ces sociétés populaires vont se multiplier, vont être répertoriées. Pareil pour les sociétés d'alimentation, les sociétés de consommation. Comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, à propos de ces marmites
qui existaient avant la commune, mais qui vont être d'autant plus encouragées par le conseil de la commune. Hein. Donc, les marmites, ce sont des restaurants coopératifs. Donc, on voit toute cette constellation, ce réseau, ce maillage de sociétés populaires qui se constitue à cette époque. Les femmes, hein, je vous en ai déjà montré quelques-unes, mais les femmes jouent un rôle très important sous la commune. D'abord, vous vous souvenez, elles étaient là dès le premier jour, le 18 mars 1871, sortant des rues de Montmartre, appelant à la fraternisation. On les retrouve beaucoup dans les clubs populaires, dont certains sont non mixtes. On a beaucoup parlé de réunions non mixtes ces derniers mois, mais en fait, voilà, ça n'a rien de nouveau. Hein. L'organisation non-mixité, c'était déjà le cas sous la Révolution française. Hein. Et puis là, donc, c'est vraiment révolutionnaire, ça aussi, parce que les femmes, normalement, elles sont vraiment renvoyées à la sphère domestique. Elles ne sont pas du tout censées s'intéresser à la chose politique, hein, à la vie de la cité, hein, si on entend politique au sens fort de cité, de police au sens grec. Et là, donc, elles vont participer à ces clubs, elles vont aussi s'organiser dans des sociétés fraternelles de l'ouvrière, sociétés pour les droits des femmes. Elles vont aussi rechercher cette émancipation, et notamment une émancipation par le travail. Elle constitue une union des femmes qui, dans son appellation complète, s'intitule « L'Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés ». Donc, si on l'entend comme ça, on se dit ce sont surtout des ambulancières, des infirmières, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les ambulancières, les infirmières, les vivandières, les cantinières, qui vont suivre les bataillons fédérés. Mais en réalité, elles font bien plus que ça dans cette union des femmes. Elles vont aussi répertorier. Déjà, elles vont écrire au conseil de la commune. Là, par exemple, vous trouvez trace de ces femmes qui écrivent à Léo Frankel et qui demandent justement à être partie prenante de cette organisation renouvelée du travail. Donc il y a des projets vraiment d'organisation du travail des femmes qui se mettent en place. Alors, on retrouve... excusez-moi, il y a une coquille dans le nom d'Elisabeth Dmitrieff, pardon. Dmitrieff, il manque le T avant le R. Elisabeth Dmitrieff, qui est un personnage vraiment fascinant, elle a 20 ans. Beaucoup d'hommes et de femmes de la commune impressionnent aussi par leur maturité, alors que beaucoup sont très jeunes. Varlin, dont je vous parlais tout à l'heure, il a même pas 30 ans. Elisabeth Dmitrieff, elle a 20 ans. C'est une révolutionnaire russe qui, même si elle n'a que 20 ans, a déjà eu le temps d'organiser en Suisse la constitution d'une section de l'Internationale. Elle est allée à Londres, elle a rencontré Marx et elle est partie en quelque sorte en mission dans le Paris révolutionnaire. Et avec Nathalie Lemel, que vous voyez à droite, qui joue aussi un rôle tout à fait décisif, qui elle aussi est ouvrière, c'est une ouvrière relieuse comme Varlin. Elle va constituer aussi les marmites et donc elles vont toutes les deux être largement à l'initiative de cette union des femmes qui se partagent le travail. Vous voyez, hein, elles répertorient pour créer cette organisation du travail féminin. Les différents métiers, alors les culottières, les frangeuses de châles, les doreuses, les passementières, les giletières, les cartonnières, les brodeuses, les piqueuses de bottines, etc., etc. Donc, elles s'organisent véritablement. La commune est très soucieuse de l'émancipation par le travail. Par exemple, vous voyez ici l'archive originale signée de Léo Frankel, qui indique que la commune a décidé que le travail dans les boulangeries ne pourra commencer avant 5 heures du matin. C'est-à-dire que le travail de nuit est aboli. Ça a fait l'objet de discussions au conseil de la commune. Hein. Le conseil de la commune s'est dit, mais est-ce qu'on a le droit, en fait? Est-ce que ça ne regarde pas les patrons? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui doit être négocié entre les ouvriers boulangers qui ne voulaient plus travailler la nuit, hein, qui s'étaient adressés à la commune pour dire, voilà, nous voulons vivre normalement. Nous voulons arrêter d'être toujours comme ça privés de la lumière du jour en travaillant la nuit et en dormant le jour. Et finalement, la commune majoritairement a décidé que oui, elle intervenait et qu'elle interdisait le travail de nuit et que c'était aussi une forme d'affranchissement, d'émancipation, d'aller dans le sens de l'égalité. D'ailleurs, il y a eu une manifestation
très importante de centaines et centaines d'ouvriers boulangers qui sont venus à l'hôtel de ville pour remercier la commune d'avoir pris cette décision. Alors, intéressant, le patronat de la boulangerie a été furieux de cette mesure, a dit que c'était inadmissible, que c'était empiéter sur ses libertés et a poussé le cynisme jusqu'à dire « mais au fond, vous nuisez aux intérêts des ouvriers boulangers parce que vous les privez du travail la nuit, or les nuits sont fraîches. Donc, vous les privez de la fraîcheur de la nuit. » Voilà, ça fait partie des choses qu'on trouve dans les archives. La commune a aussi une œuvre scolaire très importante. D'abord, il faut souligner que bien longtemps avant la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, c'est ce qu'a proclamé la commune. C'était très important parce que l'Église avait un rôle extrêmement influent, notamment sur l'éducation. Donc, il fallait séparer la commune de l'Église catholique. Et il y avait un certain, évidemment, anticléricalisme dans la commune. La commune va avoir une œuvre scolaire fondamentale. Et c'est là, finalement, que ça rejoint aussi avec ses cours publics, ses cours gratuits pour les jeunes filles. Ça rejoint le cadre dans lequel on se trouve ce soir, c'est-à-dire une université populaire. Il y avait de ça, vous voyez, on essaie de diffuser les savoirs, et notamment auprès des catégories populaires. La commune mise beaucoup sur l'école. Mais ce n'est pas l'école que proposera Jules Ferry. L'école de Jules Ferry, à peu près 10 ans plus tard, je vous rappelle que Ferry est un ennemi de la commune et qu'il va d'ailleurs complètement entériner son massacre. L'école de Jules Ferry, ça sera une école de classe, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire, il y a d'un côté l'école pour le peuple, gratuite, laïque et obligatoire, comme on le sait, lire, écrire, compter, et puis un minimum de savoir pour devenir quand même un bon ouvrier, un bon travailleur, obéissant, respectueux de l'ordre moral, de l'ordre social, du père, du maître, du patron. Et puis de l'autre côté, il va y avoir les petites classes des lycées réservées aux enfants des classes privilégiées. Et donc, les enfants de 6 ans, issus notamment de la bourgeoisie, ne vont pas du tout se mêler aux enfants du peuple. Voilà, ils sont bien séparés. Ce n'est pas du tout la conception de la commune qui va rendre justement cette école gratuite et laïque, encore une fois, 10 ans avant Jules Ferry, mais qui va aussi avoir une conception scolaire fondée sur l'idée justement d'émancipation, sur l'idée aussi de ce qu'elle appelle l'éducation intégrale, c'est-à-dire qu'on doit apprendre de tout. Il n'y a pas que les élites à qui on peut apprendre l'art, la littérature, les mathématiques, voilà, le savoir savant. Voilà. Et donc, la commune va lancer des projets, comme vous le voyez ici. Il y a des institutrices qui rédigent des projets. Par exemple, ici, Marguerite de Foucault, une institutrice qui souligne bien que l'enfant doit jouer, par exemple. C'est une autre pédagogie aussi. Aujourd'hui, on dirait une sorte de pédagogie alternative qui mise sur l'intelligence des enfants, qui mise sur leur capacité créatrice et leur esprit critique. Donc, ce n'est pas une école un peu militarisée, comme on le verra avec les bataillons scolaires 10 ans plus tard de l'école de Jules Ferry. Et c'est là, évidemment, qu'on retrouve la figure aussi, mais parmi bien d'autres, de Louise Michel, parce que c'est une institutrice qui, déjà avant la Commune, expérimentait justement ces pédagogies émancipatrices et qui devient justement une figure de la Commune qui se battra sur les barricades aussi dans une perspective de plus en plus libertaire, Louise Michel. L'effervescence populaire de la Commune se traduit aussi par, je vous le disais tout à l'heure, les clubs, mais également les journaux populaires. Le Cri du peuple de Vallès, c'est des centaines de milliers d'exemplaires en fait en termes de tirage, donc c'est vraiment considérable. Et Vallès aura cette magnifique formule à propos de la proclamation de la Commune, ce moment très heureux du 28 mars 1871 où c'est la fête. Il dit, voilà, la Révolution passe tranquille et belle comme une rivière bleue. Voilà. Et donc, il y a aussi de la poésie dans cette commune. Il y a de l'art populaire, il y a des chansons. Vous voyez ici une chanteuse très populaire à l'époque qui s'appelle Rosa Bordas et qui, parmi bien d'autres succès, interprète une chanson qui existait avant la Commune qui s'appelle « La canaille ».
Et la canaille, c'est vraiment une chanson sur le renversement du stigmate. Alors, le stigmate, voilà, le peuple de Paris, c'est la canaille, c'est les barbares, c'est les furies, etc. Eh bien, donc cette chanson dit c'est la canaille, eh bien j'en suis. Voilà. Donc Rosa Bordas interprète la canaille et jusqu'au bout, même quand à partir du 21 mai, là vous voyez pour le 14 mai, mais à partir du 21 mai, les troupes versaillaises vont rentrer dans Paris et massacrer en masse ces hommes et ces femmes, et parfois aussi ces enfants, des adolescents. Il y aura des concerts. Le dimanche 21 mai, il y a un concert dans le jardin des Tuileries. Et vous le voyez, parce que l'idée, c'est vraiment que voilà, tout un chacun puisse accéder à cette culture. Mais la commune, évidemment, elle est placée d'emblée sous la menace de la mort. Elle est placée sous la menace de la mort parce que Thiers, évidemment, n'entend pas que Paris prenne son affranchissement, son autonomie. Et ce n'est pas possible qu'il y ait un pouvoir populaire ouvrier dans la capitale de la France. Et donc, la guerre est déclarée très rapidement. Les premiers bombardements interviennent le 2 avril. Et d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être de Duval, celui qui écrivait à sa femme « Ah, ça y est, on a pris la préfecture de police, c'est de là que je t'écris, depuis le bureau du préfet de police ». Georges Duval va mourir dès les premiers jours d'avril, justement, parce que d'emblée, c'est la guerre et que la commune va devoir épuiser ses forces humaines, financières dans cette guerre. Les témoignages de l'époque rendent compte aussi d'un Paris sous les bombardements permanents. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que la commune va se résoudre à réquisitionner des logements vacants. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a l'importance du droit, il faut qu'on soit légitime, on ne veut pas être des voyous, on nous traite de voyous, de bandits, de vandales, etc., de vermines. Nous, on ne veut pas être ça. Donc, on veut des élections. La Banque de France, c'est un épisode très connu, on ne va pas forcer les coffres, alors que l'argent est là, l'argent, il y en a dans les caisses de la Banque de France. Mais les hommes du conseil de la commune se disent on n'a pas le droit de toucher à cet argent. Nous sommes la commune de Paris, nous ne sommes pas le pays. Donc, il va y avoir des négociations avec le gouverneur de la Banque de France qui va donner de l'argent à la commune pour avoir la paix. Mais quand il donne 1 million à la commune, il en donne 10 qu'il envoie à Versailles. Et en fait, il va y avoir d'ailleurs des tractations entre Thiers et Bismarck, lequel Bismarck va faire libérer des milliers de prisonniers français qui étaient prisonniers depuis Sedan, depuis septembre 1870, pour renforcer l'armée versaillaise qui finira par rentrer dans Paris pour opérer ces massacres terribles. Donc, évidemment, le Paris des barricades, la commission des barricades, avec le fameux Napoléon Gaillard qui va ériger comme ça des barricades très, très impressionnantes. Et du coup, la mort sans cesse. Ici, vous voyez la lettre d'une veuve qui écrit au citoyen maire du 5e arrondissement. Je sous-signais veuve Pluchart, mère du citoyen Jules Pluchart, caporal à la 3e compagnie de marche du 119e bataillon, donc de la garde nationale, les fameux fédérés, tué, donc c'est son propre fils qui a été tué le 8 mai à Issy. Et donc, elle le dit comme étant mon seul soutien, je viens solliciter votre appui afin de me venir en aide car je reste seule avec une jeune fille sur laquelle je ne puis compter. Je suis citoyen maire, votre très humble dévouée servante, citoyenne veuve Pluchart. Et donc évidemment des courriers comme celui-là, terribles, de femmes qui perdent leur fils, leur mari, parce que ce sont des fédérés qui meurent dans cette guerre civile. Il y en a énormément. Et donc, on trouve d'ailleurs des archives, comme vous voyez ici, l'inspection des ambulances, en fait, avec tous ces gens, tous ces cadavres, tous ces corps qui sont les corps des fédérés morts. Et parfois, on peut pas les identifier. Donc là, c'est le nommé inconnu, qui porte juste un numéro qui a été inhumé au Père-Lachaise. Là, vous voyez, on est le 8 mai, ce n'est pas du tout encore la semaine sanglante. J'ai retrouvé d'ailleurs des photographies de ces fédérés. Alors, je n'ai pas voulu les prendre en photo moi-même, à l'exception de cette photographie-là. Je n'ai pas voulu les prendre en photo parce que ces photos sont vraiment terribles. Ce sont des photos de cadavres qui sont profondément abîmés, mutilés. Vraiment, les blessures sont très graves, les ont défigurées. Et parfois, ce sont vraiment de tout jeunes gens, vraiment de tout jeunes gens. Ils ont 16 ans, 17 ans, 20 ans. Je n'ai pris que cette photo parce que c'est celle qui me semblait la plus respectueuse. Au fond, on n'a pas l'impression que cet homme soit mort.
J'ai laissé cette photographie dans le film plastique qui la protégeait. Hein, c'est aux archives de Paris. Je n'ai pas voulu la sortir. Donc, c'est pour ça que la photo est floue, qu'il y a des reflets. Mais pour moi, cet homme-là, il vaut pour tous les autres, pour tous les morts parmi ces fédérés. Et donc, le bourreau de la commune, c'est Thiers, c'est Adolphe Thiers. Et la commune, symboliquement, décide d'ailleurs, vous voyez son hôtel particulier, hein, l'hôtel particulier de Thiers, la commune, symboliquement, décide de détruire cet hôtel particulier, de faire en sorte que les biens de Thiers, sa bibliothèque, aillent dans les bibliothèques municipales, que son linge aille dans les hôpitaux, que ses meubles aillent dans les services publics, etc. Mais en fait, vous le voyez, puisque j'ai pu prendre des photos, cet hôtel a été reconstruit pierre par pierre. Et vous voyez d'ailleurs le portrait de Thiers qui trône dans l'un des salons principaux. Vous voyez aussi son buste sur la droite. Et Thiers va vraiment chercher à se venger. La commune a beaucoup de références historiques. Hein. Beaucoup de références historiques. Il y a des hommes du conseil de la commune qui ont une collection véritablement de documents de la Révolution française. Hein, s'inspire beaucoup de la Révolution française, et notamment au travers de son calendrier. On utilise par exemple le mot germinal, le mot prairial, comme vous le voyez ici, hein, l'idée de se référer justement aussi à ce calendrier révolutionnaire. La commune a des mesures aussi symboliques. Hein, je vous ai parlé d'un certain nombre de mesures pratiques, mais il y a aussi des mesures symboliques. Par exemple, donc on a parlé de l'hôtel de Thiers, qui est devenu aujourd'hui une bibliothèque, la bibliothèque Thiers. Par exemple, la colonne Vendôme, donc sur la place Vendôme. La colonne Vendôme, elle a été érigée en l'honneur de Napoléon Ier, en l'honneur de ses conquêtes, en l'honneur de ses victoires militaires. Et donc, symboliquement, la commune décide de déboulonner, en l'occurrence, vraiment de détruire. C'était une idée d'ailleurs de Gustave Courbet, hein, le peintre Courbet, qui avait contribué d'ailleurs à organiser une fédération des artistes. Et Courbet disait, mais voilà, mais ça c'est le monument de la tyrannie. Napoléon, alors il est beaucoup question, comme vous le savez, de la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Pour la commune, Napoléon, c'est vraiment un tyran. C'est celui qui a aboli la République, qui l'a foulée aux pieds. C'est celui qui a rétabli l'esclavage. C'est celui qui a transformé la femme dans le Code civil en un bien meuble. Donc, c'est aussi celui qui, par ses guerres, est allé opprimer des peuples. Et donc, la colonne Vendôme symbolise tout ça. Et là, vous voyez, il y a une véritable fête le 16 mai 1871, puisqu'on renverse cette colonne. Courbet, qui va survivre au massacre de la commune, devra payer la reconstruction de la colonne, et il aura la bonne idée de mourir juste avant de payer la première traite pour reconstruire la colonne Vendôme. Bon, je vous passe ça, ce serait un peu compliqué. Alors voilà, alors, je vais me diriger vers la conclusion. Il y a beaucoup à dire. Hein. Je suis sûre que certains d'entre vous vont me dire « Ah, mais vous n'avez pas parlé de ci, vous n'avez pas parlé de ça. » Et vous aurez raison de me le dire. On va justement pouvoir discuter, puisque si on a jusqu'à 8h30, c'est bien, on a quand même le temps. Là, c'est une archive que j'ai trouvée à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Et cet homme que vous voyez là, c'est un commerçant plutôt cossu. Là, il est en uniforme de la garde nationale. Un commerçant plutôt cossu, et qui va écrire à son fils pendant toute la commune, son fils qui fait des études de droit à Tours. Et il se réjouit du massacre de la commune, parce que pour lui, voilà, la commune, c'est vraiment voilà, encore une fois, c'est cette vermine populaire. Hein. Et ce qui m'a frappé dans ces lettres, c'est cette formulation que vous voyez en bas. Je ne sais pas si vous arrivez très bien à lire. Cela va rondement. Cela va rondement. Et là, il est en train de parler du fait qu'il y a des massacres partout dans Paris. Les chiffres, on ne les connaîtra jamais véritablement. Hein. Michel Audin vient de consacrer un livre à la semaine sanglante. Voilà, c'est entre 10 000 et 20 000 morts pendant la semaine sanglante. Certains ont dit 30 000. On n'arrivera pas en fait à établir précisément ces chiffres. Michel Audin a fait vraiment un travail remarquable en s'appuyant sur les archives des cimetières, par exemple. En tout cas, il faut vous imaginer que voilà,
au moins 10 000 morts, ça veut dire quasiment un cadavre par rue. En fait, ce sont de véritables abattoirs, c'est comme ça qu'on les appelle, des hommes, des femmes et des enfants qui sont massacrés dans les pires conditions. Et puis, on va très rapidement démolir les barricades. Vous voyez ce document qui est assez émouvant parce que du jour au lendemain, tout va disparaître. Bon, je vous passe ça, mais ensuite, on va faire des procès qui vont emmener beaucoup encore de ces femmes et de ces hommes, soit vers les pelotons d'exécution, soit vers les bagnes, les colonies pénitentiaires, comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie, où parmi tant d'autres sera envoyée Louise Michel. Là, vous voyez l'exemple de cette domestique, Joséphine Durand, qui a 16 ans. Elle est jugée. Et vous voyez, rien ne va. Conduite mauvaise, c'est le conseil de guerre. Hein. Conduite mauvaise, moralité mauvaise, etc. Alors qu'en fait, on a d'autres témoignages sur Joséphine Durand, qui semble être une jeune fille absolument formidable. Mais voilà, le conseil de guerre est impitoyable et condamne à mort, y compris des femmes, hein, comme c'est le cas ici, par exemple, de Léontine Stuetens, vous voyez, peine, mort. Voilà. Alors, pour terminer, qu'est-ce qui reste de la commune en quelques mots, hein, avec cette photographie qui a été prise rue des Cascades, dans le Paris de Ménilmontant, de ces quartiers populaires, Belleville, Ménilmontant, etc. Vive la commune 1871, ce graffiti. Alors d'abord, j'ai eu l'incroyable surprise lors d'un séjour à Athènes il y a quelques années, dans une toute petite rue d'un quartier qui est très populaire et très libertaire, enfin, qui est en train de changer, hélas, aujourd'hui. Dans comment dire, un rideau d'une boutique, de trouver une peinture représentant la Commune de Paris d'après le dessinateur Tardy, hein, qui a écrit avec Jean Vautrin un formidable livre qui s'appelle Le Cri du peuple, justement. Donc voilà, la dimension internationale de Paris, de la Commune de Paris, qu'on retrouve jusque dans l'Athènes libertaire. La référence à la commune, finalement, on la retrouve aussi dans les expériences d'aujourd'hui qui misent sur ce que l'on appelle le confédéralisme démocratique, l'idée que le peuple doit décider au sein d'assemblées populaires. C'est ce qui se passe au Rojava. Hein. Le Rojava, c'est cette région du Kurdistan syrien, hein, au nord de la Syrie, et le Rojava qui est organisé aujourd'hui sous cette forme. Alors c'est très difficile, hein, parce que c'est la guerre, hein, c'est un peu comme sous la Commune de Paris, c'est vraiment une guerre terrible à laquelle est confronté le Rojava, mais c'est une expérience communale, c'est une expérience de communalisme un peu à l'image de la commune. Et là vous avez, d'ailleurs, j'ai choisi ces photographies parce que ce sont des jeunes femmes qui se sont engagées pour le Rojava libre, et il se trouve que chacune de ces jeunes femmes que vous voyez là est morte dans les combats qui lui sont opposés par notamment l'armée turque et les mercenaires djihadistes. Beaucoup plus près de nous, la commune a ses références. Par exemple, pendant le mouvement des Gilets jaunes, on a beaucoup parlé de la commune. Enfin, il y a une partie des Gilets jaunes qui ont parlé de la commune, qui se sont organisés en assemblée des assemblées. À Commercy, dans la Meuse, en janvier 2020, il y a eu un événement qui a rassemblé 200 personnes qui s'est appelé la commune des communes. D'ailleurs, on voit ces gilets jaunes ici, hein, c'est en janvier 2020, lors d'une manifestation contre la réforme des retraites, avec cette grande banderole tenue par des gilets jaunes, ni Macron, ni personne, vive la commune. Bon, voilà, signe que la commune est encore vivante. D'autres pancartes ou banderoles ici, par exemple, moins de Jean-Michel, plus de Louise Michel. Donc, moins de Jean-Michel, en fait, ça se réfère au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Élisée Reclus, du nom de ce membre, de ce géographe anarchiste qui a participé à la commune. Il n'a pas été élu de la commune, mais il a combattu dans les rangs de la commune. D'ailleurs, il a été fait prisonnier, il a réchappé à la mort. J'ai rencontré un groupe de black metal. Hein, je peux vous dire que là, c'est pas le temps des cerises de Jean-Baptiste Clément. Hein, c'est vraiment de la musique bien énervée. Mais ils se sont appelés La Commune. Ils n'ont même pas 30 ans, mais en référence justement à ce moment révolutionnaire qui leur semble importé encore aujourd'hui. Donc, il y a des références qui sont vraiment très, très diverses.
Et voilà, donc je voulais terminer, je pense que c'est la dernière diapositive sur le fait que la commune vit encore sur les murs, etc. Et dans ces mouvements, on pourrait aussi parler du Chiapas au Mexique, où les Indiens du Chiapas, d'ailleurs, qui vont arriver avec une délégation en Europe pour nous parler de leur expérience communaliste aussi. Bon, là, il y a toute une série comme ça d'échos, de fils plus ou moins ténus qui se nouent entre le passé et le présent et qui laisse entendre que la commune n'est pas morte. Pas tout à fait, en tout cas. Voilà, je vais m'arrêter là. J'étais un peu longue, excusez-moi. Merci. Voilà, je peux reprendre la parole? Avec plaisir. Je ne sais pas. Fred? On vous entend. On vous entend. Ah, vous m'entendez, oui. Bon, je tiens bien sûr à remercier immédiatement Madame Bandini pour son exposé qui fut à la fois très documenté et en même temps qui nous a permis de faire revivre un peu ces événements, et notamment surtout les communeux, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, nous les rendre proches, effectivement, et surtout montrer qu'on a peut-être beaucoup de choses à apprendre. En tout cas, moi, c'est ce que je retiendrai de cela. Alors, je ne sais pas comment faire pour donner la parole au public, puisque je ne vois que vivre la commune, c'est très bien, hein, c'est très bien. Alors, et Madame, bien sûr, Ludivine, je vais arrêter. Ah, voilà. Alors, je ne sais pas comment nous pouvons procéder. Si quelqu'un souhaite poser une question, que faut-il faire? Francis, tu m'entends? Fred? Je propose que vous avez en bas une icône marquée réaction. Si une personne veut poser une question, elle clique là et je le verrai. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Ou alors il réactive son micro. Vous pouvez réactiver votre micro, une personne à la fois par contre. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question? Bon, toujours quelqu'un commence. Je veux bien commencer. Si vous me permettez, évidemment, si personne d'autre ne prend la parole. Non, je ne vois pas pour l'instant de personne qui est en train d'activer son micro. Je disais tout à l'heure que nous avions beaucoup de choses à apprendre. Moi, ce qui m'a surpris en m'intéressant cette année un peu plus près à la commune, hein, c'est finalement l'extrême maturité de ce mouvement ouvrier. Bon, ça n'a duré que 72 jours, je crois, je ne me trompe pas, bien. Et on voit quelles sont les décisions qui sont prises, qui sont quand même des décisions qui supposent, mais vous le dites à un certain moment, qui sont quand même portées par une réflexion, une longue réflexion du mouvement ouvrier. Bien, décider quand même de la séparation de l'Église et de l'État, les coopératives, l'école gratuite ou ouverte aux jeunes filles, bon, ça suppose, c'est pas des décisions qui sont prises comme ça dans les événements, dans la rapidité des événements. Or, quel était effectivement tout ce mouvement ouvrier qui précédait? On sait qu'il y avait l'importance aussi, vous avez parlé de l'international, l'AIT, bien, mais il y avait aussi quand même tout un mouvement derrière anarchiste. D'ailleurs, on sait que Louise Michel, je crois que c'est elle qui a porté le drapeau noir, donc qui a fait du drapeau noir un symbole. Louise Michel. Victorine Brochet était aussi plus anarchiste. Bon, alors quelle a été effectivement l'importance de toute cette culture, je dis bien une culture ouvrière? Bien sûr, Darlin était membre de l'Internationale, si je ne me trompe pas. Hein. Bien, voilà quelle est effectivement ma question pour montrer un petit peu derrière. Ce qu'il y a derrière ma question, c'est qu'on a l'impression que c'est finalement un peu spontané suite à des circonstances, effectivement les circonstances de la guerre, déclaration de la République, mais en réalité, il y avait derrière un aboutissement de toute une réflexion. Alors, je ne sais pas si je me trompe ou si... Voilà. Non, pas du tout. Mais si vous voulez, je ne vais peut-être pas reprendre la parole tout de suite parce que je l'ai déjà beaucoup monopolisé. Je peux proposer qu'on ait d'autres questions qui arrivent. Il y a Frédéric qui voulait s'exprimer et également Gérard. Donc, Frédéric, c'est à toi. Oui, moi, je voulais poser une question. On connaît la photo très célèbre de Louise Michel en fédéré.
Et je voulais savoir s'il y a beaucoup de femmes, parce que je crois que c'est nouveau complètement dans l'histoire de France, que des femmes prennent l'habit militaire, me semble-t-il, hein. Et donc, est-ce qu'elle a été très suivie par les femmes, justement, d'aller combattre carrément sur les barricades? Est-ce que c'est quelque chose qui a été c'est vraiment où les femmes se sont investies? Je note les questions. Gérard, tu peux y aller si tu veux. Gérard, tu avais demandé la parole. Gérard Crime. Oui, moi, vous m'entendez? Oui, 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 oui. Alors moi, ma question, en fait, était, j'avais l'impression, mais j'ai toujours été sur cette impression, ou est-ce que c'est une réalité, que c'était la commune qui avait mis en place les examens anonymes pour l'université. Enfin, l'université, l'école, tout. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une légende pour... voilà, je n'ai pas la réponse. Je note. Je vais vous répondre. Allez-y, je vous en prie. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, c'est ça? Pour l'instant, non. Je vous laisse la parole. D'accord. Alors, oui, vous avez eu raison, évidemment, d'évoquer l'importance du mouvement ouvrier. J'avais assez peu de temps pour rentrer, notamment dans la description des différents courants qui animent et nourrissent ce mouvement ouvrier. Justement, il y a une chose sur laquelle on peut aussi insister, c'est que la commune n'est pas homogène. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la commune, elle a une aspiration qui est commune, qui est la République sociale, la République universelle, et beaucoup de ces membres de la commune sont, on pourrait dire, socialistes. Socialistes au sens où ils veulent justement justice sociale, égalité, émancipation, liberté, et voilà, autonomie ouvrière et populaire, notamment dans le sens d'un capital qui est vu comme un repoussoir. Bon. Voilà. Ça, c'est la matrice commune, mais ensuite, il y a des courants et il y a aussi des divergences. Alors, il y a parmi ces courants, celui qui est le plus important, le plus influent, c'est ce qu'on appelle le courant proudhonien, hein, du nom de Proudhon, qui est mort en 1865, donc qui, lui, n'a pas connu la commune, mais dont la vision a été particulièrement prégnante sous la commune. C'est-à-dire que Proudhon, il voulait justement miser sur les coopératives, sur les mutuelles, sur les banques populaires, voilà, sur tout ce réseau, encore une fois, dont je vous ai un peu parlé, d'organisations, de sociétés fédérées qui devait permettre en fait justement cette puissante auto-organisation, cette autonomie, hein. Et quelqu'un comme Varlin, il est un peu de ce courant-là, et en même temps, il se sent aussi proche d'un autre courant qu'on va nommer à cette époque le collectivisme, qui dit en fait, bon, il faut articuler ce maillage de coopératives avec quand même un pouvoir qui soit un pouvoir qui remplace le pouvoir de l'État. Parce que sinon, on risque à chaque moment la répression de ces mouvements d'auto-organisation. Donc le collectivisme qui clairement se bat pour la socialisation des moyens de production. Alors c'est Marx évidemment, mais Marx n'a que... On n'entend plus. Oh, il y a eu une fausse manœuvre de ma part. Aldine, pouvez-vous donc je disais, Varlin et Marx, je ne sais pas ce que vous n'avez pas entendu du coup, mais Marx n'a pas beaucoup d'influence en France, mais je vous disais, Elisabeth Dimitrieff, Léo Frankel, Eugène Varlin, voilà, ils sont en correspondance aussi avec Marx. Après, il y a un autre courant qu'on appelle les blanquistes. On a parlé d'Auguste Blanqui, on a même vu une archive, vous vous souvenez, le 31 octobre 1870. Blanqui, lui, sa préoccupation, ce n'est pas tout ça, les coopératives, les sociétés ouvrières. En fait, lui, il travaille à constituer une sorte d'avant-garde révolutionnaire qui peut faire le coup de force. C'est aussi la raison pour laquelle il s'est retrouvé en prison pendant une si grande partie de sa vie, à tel point qu'on l'a appelé l'enfermé. Et d'ailleurs, Blanqui, le 17 mars 1871, c'est-à-dire la veille
du soulèvement qui donne la révolution de la Commune, il est arrêté et il est fait prisonnier et il sera enfermé dans le terrible fort du Taureau, dans la baie de Morlaix. Et du coup, il va passer ce temps de la Commune sous les fers, dans des conditions de détention absolument terribles, puisqu'on l'empêche même de regarder la mer. Voilà, il n'a pas le droit de regarder la mer. C'est vraiment un cachot terrible. Et d'ailleurs, bon, il y a plein d'éléments de la Commune que je ne vous ai pas racontés, mais je voudrais quand même en parler parce qu'il en est beaucoup question en ce moment. La Commune a pris un décret des otages. Pourquoi? Parce qu'à partir du 2 avril, comme je vous disais, c'est les bombardements incessants, la mort, on tue, on mitraille, etc. Donc la Commune se dit, mais comment se défendre? Comment se défendre? Comment empêcher qu'on nous massacre? Parce que nous, voilà, on a des aspirations, etc. Mais si on ne peut rien faire parce qu'on est massacré, bon. Donc elle prend un décret des otages. Disant, ben voilà, chaque fois qu'on tuera un fédéré, eh bien, on exécutera un otage. Alors, elle ne l'a jamais mise en application, ce décret. Il y a eu, de fait, plusieurs dizaines, à peu près 80 otages qui ont été choisis parmi gendarmes, policiers, indicateurs de la police, prêtres et l'archevêque de Paris, hein, Monseigneur Darbois. Georges Darbois. Bon, ça, évidemment, aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que, par exemple, au Conseil de Paris, la droite, aujourd'hui, hein, donc la droite au Conseil de Paris, les Républicains, tout ça, on dit, mais non, mais c'est hors de question qu'on commémore la Commune officiellement. Bon. Et d'ailleurs, il n'y aura pas non plus de commémoration officielle. Et donc, à chaque fois, ce qui est mis en avant, c'est les otages. La Commune a tué les deux généraux dont je vous ai parlé tout à l'heure, le comte et Clément Thomas, et a fini par exécuter les otages. En fait, tout ça n'est pas exact historiquement. Donc, comme je vous l'ai dit, les deux généraux, ça n'a rien à voir avec la Commune, elle n'était même pas encore proclamée, et ce sont les soldats qui ont tué leurs propres généraux, parce qu'ils avaient très peur, les généraux avaient ordonné de tirer sur le peuple. Bon. Donc, mais ce n'est pas du tout la Commune. Bon. Mais c'est évidemment un événement dramatique, terrible, qui sera regretté aussi par beaucoup. Et ensuite, les otages, en effet, vont finir par être exécutés. Pourquoi je vous en parle en lien avec Blanqui? Mais ce n'est pas une décision de la Commune. En fait, la Commune, pendant toute la période, qui a donc 72 jours, hein, pendant toute cette période, a voulu échanger tous les otages contre un seul homme, qui est Blanqui, voilà, prisonnier politique. Tous les otages, on les libère. Monseigneur Darbois, on le libère. Rendez-nous Blanqui. Et Monseigneur Darbois, d'ailleurs, Georges Darbois, il dit oui, allez, Thiers, rendez leur Blanqui, et voilà, et qu'on n'en parle plus. Et en fait, Thiers, avec beaucoup d'habileté dans la manœuvre politique et beaucoup de cynisme, va refuser. Et en fait, il se réjouit d'avance à l'idée qu'il puisse y avoir des martyrs. La Commune n'a jamais décidé l'exécution des otages, mais ces otages ont été exécutés, en particulier le 24 mai 1871, par déjà une partie de la foule, et aussi sur décision d'un homme qui était Théophile Ferré, qui avait 25 ans, hein, c'était un membre de la Commune, mais il n'a pas obéi, il n'a pas exécuté un ordre de la Commune, il était très proche de Louise Michel d'ailleurs, mais il faut avoir quand même à l'esprit que le 24 mai, il y avait déjà des milliers de morts dans Paris. Il y avait des cadavres partout dans les rues de Paris. Partout. Tellement qu'en fait, on mettait ces cadavres, on les enterrait comme ça, vraiment d'une manière extrêmement terrible. Il y avait des membres qui dépassaient des jardins dans lesquels ils étaient enterrés, les fosses communes, etc. C'était vraiment des charniers. Et donc, en fait, quand les détracteurs de la Commune nous disent aujourd'hui, oui, mais la Commune a exécuté des otages, c'est vraiment, on ne peut pas la célébrer, etc. Mais c'est toujours le deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'on ne nous parle jamais des milliers et milliers de morts parmi les hommes et les femmes de la Commune, mais toujours des otages. Ça, je voulais quand même rétablir ce point. Louise Michel, à cette époque, on ne peut pas la considérer comme anarchiste. Elle va devenir anarchiste, notamment après la Commune, et en effet, le drapeau noir, elle va le brandir en signe de deuil, de la Commune. Mais à cette époque, elle est plutôt blanquiste, justement, c'est-à-dire, voilà, elle pense qu'il faut une avant-garde qui prend le pouvoir, et comme je vous le disais tout à l'heure, elle veut même
elle est pour le coup de force, en fait. Elle envisage vraiment d'aller assassiner Thiers. Donc voilà, elle représente ce courant et puis peu à peu, elle va devenir de plus en plus libertaire. Sur la question des femmes qui portent l'habit militaire, en effet, on trouve de très nombreux dossiers dans les archives militaires des conseils de guerre. On voit justement ces femmes, il y a des photographies aussi, hein, des femmes qui se battent en habit, en uniforme, l'uniforme de la garde nationale. Et en effet, certaines vont se battre sur les barricades. Il y aura d'ailleurs certaines barricades. C'est le cas, par exemple, de la barricade de la place Blanche, c'est-à-dire pas très loin de Pigalle. Entre la place de Clichy et la place Pigalle, la barricade de la place Blanche, ça sera vraiment uniquement une barricade de femmes. Et enfin, sur la question des universités et des examens, non, enfin, alors là, vraiment, je n'ai jamais rien trouvé de tel. D'ailleurs, en fait, la commune s'est assez peu occupée des universités parce que le monde étudiant, qui était un petit monde d'une élite des classes possédantes, en fait, n'était pas du tout favorable à la commune. Donc, bon, je chercherai, hein, c'est la première fois que cette question-là est soulevée, mais je ne l'ai rencontrée vraiment nulle part. Je regarde qui veut prendre la parole. Oui, Monique, j'aurais aimé savoir s'il y a eu des mouvements semblables à ceux de Paris, ailleurs en France, dans des grandes villes ou dans certaines régions. Je note. Mais... Quelqu'un d'autre veut parler? Oui, bonsoir. De mémoire, hein, je voudrais avoir confirmation de votre part. Il me semble que, justement, parmi les communeux, si j'utilise bien le terme, hein, je m'en souviens plus, excusez-moi. En tout cas, pas les communards, mais les communeux et les communeuses. Il y avait beaucoup d'étrangers, de gens qui n'étaient pas français parmi ces communeux. Mais en fait, c'est une question que je me suis toujours posée parce que je n'ai pas eu de réponse et j'avoue que je n'ai sûrement pas lu assez d'ouvrages historiques sur cette partie-là. Comment vous expliquez cette présence d'autant de non-français parmi les gens actifs qui sont impliqués dans la commune? Merci. Une autre question? Oui, mais merci beaucoup. Alors, déjà, je voulais vous repréciser à propos du vocabulaire, hein, que moi, je ne veux pas faire la police des mots. Hein. Je ne suis pas là pour dire il faut dire communeux et pas communard, hein, pas du tout. En fait, le mot communard, c'est vrai, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'était pas du tout utilisé par les protagonistes à l'époque de la commune. Hein. C'était vraiment un mot de l'ennemi. Bon. Jean-Baptiste Clément, qui est ce chansonnier qui a notamment écrit le Temps des cerises, qui écrira aussi cette très poignante chanson après le massacre de la commune, qui est La Semaine sanglante. Hein, eh bien, en fait, Jean-Baptiste Clément va écrire un livre qui s'appelle La revanche des communeux. Bon. Même si, hein, je vous le disais aussi, ce mot, il est également utilisé par les détracteurs de la commune. Donc voilà. Et plus tard, à partir du début du XXe siècle, dans des souvenirs de rescapés, par exemple Jean Alman, voilà, souvenir d'un communard, journal d'un communard, le mot communard va apparaître. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle le retournement du stigmate. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la chanson La canaille. Ah, vous nous traitez de canaille? D'accord. Eh bien, d'accord, nous sommes la canaille. Vous nous traitez de communards? Eh bien, d'accord, nous sommes communards. Donc, du coup, maintenant, c'est passé vraiment dans le langage courant et les historiens, dans leur écrasante majorité, parlent des communards. Et d'ailleurs, l'un des très, très importants historiens de la commune, Jacques Rougerie, qui écrit sur la commune depuis les années 60 et que j'ai eu la chance d'avoir comme... il y a bien longtemps, presque dans une autre vie, comme directeur de maîtrise, voilà, en travaillant justement déjà sur l'international, parle du procès des communards, par exemple, c'est un de ses grands livres sur la commune, le procès des communards.
Voilà, exactement, comme l'a dit Nassim, si on veut employer le mot savant, je le vois dans le chat, si on veut employer le mot savant, c'est une antiparastase. Voilà. On prend un mot qui est une insulte. C'était le cas, par exemple, pour le mot intellectuel. Pendant l'affaire Dreyfus, voilà, ces intellectuels qui signent des pétitions pour le traître Dreyfus, etc. Et en fait, ils se sont dit, d'accord, vous nous appelez intellectuel, bon, on va le reprendre à notre compte et on pourrait trouver bien des exemples de ce type, y compris plus contemporains. Le mot queer, par exemple, qu'on utilise désormais aujourd'hui dans les mouvements d'émancipation sur les libertés et les droits sexuels. Le mot queer, à l'origine, c'était vraiment une insulte, homophobe, lesbophobe, etc. Voilà, ça c'est pour repréciser, parce que je vous sentais hésiter. Il ne s'agit pas de dire, voilà, il faut dire ceci ou cela, communaux ou communard, c'est vraiment comme on veut. C'est simplement que moi, je n'ai pas voulu reprendre le mot communard, je ne l'aime pas beaucoup. C'est comme 68 arts. 68 arts, je n'aime pas beaucoup parce que voilà, c'est ceux qui ont participé à la grève générale de 68. Je n'aime pas beaucoup qu'on utilise ce suffixe-là qui, en général, est assez méprisant. Mais bon. Sur les étrangers, vous avez eu tout à fait raison d'aborder cette question. J'en ai dit quelques mots, mais trop rapide, notamment quand j'évoquais la figure de Léo Frankel, qui est ce Hongrois qui a été élu au conseil de la commune. Et d'ailleurs, quand il a été élu, il a écrit à Marx, parce que lui, il était assez proche de Marx. Il a écrit à Marx, mais c'est un honneur, c'est une fierté, mais ce n'est pas une fierté pour moi, ce n'est pas une fierté narcissique, c'est une fierté parce que c'est vraiment le symbole que l'on veut véritablement la République universelle, qu'on veut cette République internationale qui se joue des frontières, qui se joue des nationalités. Et tout ça est quand même compatible, comme je le disais aussi, avec ce patriotisme révolutionnaire. J'ai évoqué le cas d'Elisabeth Dimitriev, qui est russe. Il y a de nombreux Polonais et Polonaises qui sont présents à Paris, qui participent à la Commune. L'un des plus célèbres d'entre eux, qui était très populaire et qui va mourir sur les barricades pendant la semaine sanglante, qui est Dąbrowski, qui a joué un rôle décisif en termes militaires. Il était polonais et à sa mort, il va y avoir un défilé de personnes, des hommes et des femmes de cette commune qui vont embrasser le front de Dąbrowski par gratitude, par reconnaissance pour ce qu'il a fait, parce que voilà, lui, il n'était pas français, mais il s'est quand même battu au sein de la commune. Il y avait aussi beaucoup d'Italiens. Et il y avait d'ailleurs des membres, par exemple, un Italien qu'on peut citer, c'est Amilcar Cipriani, qui s'est beaucoup battu aussi, notamment aux côtés de Flourens, aux côtés de Duval, dont je vous ai parlé tout à l'heure dès le début du mois d'avril. Et quelqu'un comme Amilcar et Cipriani, c'est vraiment, font partie de tous ces révolutionnaires qui sont allés combattre déjà en Italie, du côté des troupes de Garibaldi, qu'on a retrouvées en Crète. Et parmi les Français aussi de la commune, certains ont une trajectoire vraiment internationale. Ils sont allés beaucoup en Italie pour se battre. Voilà. Les Polonais, ça s'explique aussi parce qu'il y a tout un mouvement révolutionnaire polonais avec le printemps des peuples à partir de 1848. Donc tous ces soulèvements populaires qui créent aussi des réseaux de solidarité vraiment internationale et qui expliquent Paris a toujours été une ville très, très cosmopolite. D'ailleurs, ça va attirer aussi la xénophobie des ennemis de la commune, qui vont dire tous ces Polacs, tous ces Polonais, là, tous ces noms en ski, qui vont avoir une très méprisante xénophobie. Mais en tout cas, et justement, qui vont dire c'est le Paris cosmopolite, etc. Mais ce sera une force aussi de la commune, et c'est ce qui explique aussi qu'on abatte la colonne Vendôme, comme je vous l'expliquais, parce qu'on veut, qui dit victoire militaire de la France, dit forcément défaite d'autres peuples, et donc des peuples asservis sous le joug de ces victoires, notamment napoléoniennes. Les grandes villes, alors vous avez absolument raison d'avoir posé cette question, je n'ai pas eu le temps de l'aborder. Les villes de province, est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives, expériences similaires? Oui, bien sûr que oui, mais elles ont été extrêmement brèves. Alors c'est très intéressant, on peut citer le cas de certaines grandes villes ouvrières qui ont vraiment une tradition ouvrière comme Lyon.
évidemment, c'est la tradition aussi des soulèvements, des canuts. Voilà. Donc Lyon, Saint-Étienne, le Creusot, et je vous ai parlé du Creusot dans l'introduction sur le contexte, parce qu'il y avait eu des grèves importantes au Creusot, mais on peut citer aussi Marseille, Narbonne, Alger, et même dans la ville de Thiers, hein, la ville de la coutellerie. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec Adolphe Thiers, mais c'est quand même symbolique. Il y a eu une insurrection populaire aussi à Thiers. Mais elles ont été très, très vite réprimées, donc un peu comme à Paris. Souvent, on a pris l'hôtel de ville. C'était aussi la garde nationale, hein, parce que la garde nationale, ce n'était pas seulement parisien, hein, c'était un phénomène qui existait un peu partout. Donc, on prend l'hôtel de ville, on essaie d'instaurer quelques mesures, mais au bout de 2 jours, au maximum 1 semaine, ces tentatives de communes sont réprimées. Et la commune de Paris vraiment va s'adresser à la province. Bon, il faut s'imaginer que Paris est encerclé, hein, c'est vraiment une situation terrible hein, pour la commune, parce qu'il y a d'un côté les troupes prussiennes qui sont toujours là, essentiellement à l'est, et puis de l'autre côté les troupes versaillaises qui canonnent, qui bombardent. Et donc, en fait, parfois, les fédérés tentent une sortie, hein, par exemple, à partir de début avril, comme ça commence à bombarder, ils se disent, bon, on va marcher sur Versailles, pas pour combattre, en fait. D'ailleurs, ils ont été très peu préparés, c'était un véritable désastre militaire. En fait, ils se sont dit, on va réitérer le 18 mars, on va réitérer la fraternisation, on va aller à Versailles pour trouver cette armée-là, et puis qu'elle fraternise à nouveau. Bon, leur dire, mais voilà, nous sommes vos frères. Bon, ça a été une catastrophe, ils ont très mal géré la situation d'un point de vue de la stratégie militaire. Les forts importants, comme le fort d'Issy, notamment, enfin, le mont Valérien aussi, étaient complètement à découvert, et donc ils se sont, voilà, on leur a tiré dessus depuis les forts, et donc ça a été une catastrophe humaine. En fait, leur objectif, c'était quand même justement de s'adresser à la province. Enfin, je vous dis tout ça parce que du coup, les communications avec la province étaient vraiment très, très difficiles. Il fallait tout reconstituer, les télégraphes, etc. Le matériel avait été emporté par les Versaillais, etc. Donc, ils essaient de communiquer. Par exemple, vous connaissez sans doute Nadar, hein, qui est surtout connu pour ses photographies, qui est un homme extraordinaire, hein, d'inventivité, de talent, de créativité, parce qu'il n'était pas du tout seulement photographe, il était aussi dessinateur, enfin, plein de choses, il était poète, mais entre autres choses, il était un passionné d'aérostation, c'est-à-dire voilà, il était passionné par les montgolfières, les ballons, etc. Il avait fait plein de vols, et il tenait à la disposition de la commune des ballons, des montgolfières, pour justement, il disait, mais on va lancer par montgolfière des journaux, voilà, expliquer ce que c'est que la commune, parce que c'est pas possible qu'on nous dise vous êtes de la canaille à exterminer. Mais en fait, voilà, ça n'a pas été possible de réaliser ça. La commune s'adresse aux villes en disant, mais on ne veut pas être un modèle, mais ce qu'on veut, c'est que voilà, les villes puissent aussi s'affranchir, s'émanciper, et ensuite qu'on forme une fédération de communes, voilà, une fédération de communes libres. Chacune aurait son autonomie, et en même temps, elles se coordonneraient. Et c'est aussi pour ça que je vous ai parlé du Rojava, parce que c'est exactement ce qui se passe là-bas. Ce qu'on appelle le confédéralisme démocratique, c'est-à-dire c'est fondé sur des assemblées populaires communales, et puis elles sont unies par le confédéralisme. Voilà. Et puis, la commune veut aussi s'adresser aux paysans. Bon, la France est très majoritairement rurale hein, à cette époque, hein, plus de 80% de la population est rurale. L'Assemblée à majorité monarchiste, elle a quand même été élue essentiellement par la paysannerie conservatrice. Justement, on disait voilà, que c'était une assemblée des ruraux. Mais la commune ne perd pas espoir de convaincre les paysans, notamment les paysans les plus modestes, hein, qu'au fond, les intérêts sont communs, que les paysans veulent accéder à leur lopin de terre, à la petite propriété, mais qu'au fond, ils sont tout aussi exploités que les ouvriers. Et d'ailleurs, il y a un très beau texte adressé aux paysans par la commune qui a été rédigé par l'écrivaine et journaliste André Léo, pour les convaincre. Voilà. D'abord, voilà, nous ne sommes pas les chiens, les animaux que la presse versaillaise ou que la presse de province vous décrit, mais nos intérêts sont communs. Bon, et malheureusement, pour eux et pour elles, ça n'a pas du tout été possible matériellement. La commune n'a pas eu assez de temps, en fait, par ailleurs.
C'est 72 jours. Et il y a eu quand même, comme je vous l'ai esquissé, hein, énormément de réalisations. 72 jours dans les pires conditions d'hostilité, quand même. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Je ne vois pas de petits signes. Peut-être. Bonjour. Oui. Ah, peut-être quelqu'un d'autre? Oui, j'ai une petite question. Je vous remercie déjà Oui. beaucoup pour cette présentation et ce moment, l'organisation de ce moment. En fait, j'ai deux questions. Il y en a une, vous avez déjà abordé, je pense, la réponse, mais sur la question de l'université. Moi, je me posais la question de la place des jeunes. Alors, je ne sais pas si à l'époque, on pouvait regarder la jeunesse de la même manière qu'on la regarde aujourd'hui. Vous l'aviez dit, il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Du coup, je me demandais où était la jeunesse de Paris pendant la Commune. Il y a vous avez mentionné quelques personnes qui ont 20 ans ou qui sont dans la vingtaine, mais est-ce que la jeunesse est massivement mobilisée pendant la Commune ou pas? Peut-être qu'elle est au travail. Et puis une autre question qui n'a rien à voir. J'ai vu sur le reportage d'Arte qui est passé il y a presque 2 mois, il y a 1 mois et demi. Il y avait un moment, un court passage sur les francs-maçons pendant la Commune. Alors, je ne sais pas si vous l'avez abordé parce que j'étais là par intermittence, mais ils évoquaient en fait une sortie en procession des francs-maçons en direction de Versailles. Moi, je l'ai compris dans une volonté d'engager une discussion, mais en fait, je reste sans vraiment savoir. Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus. Voilà, je vous remercie. Avant la parole à Francis, je t'invite à regarder quelques réactions sur la partie discussion. Là, j'ai par exemple Nassim, du point de vue d'une organisation politique plus directe, avez-vous lu le livre Voyage en misarchie d'Emmanuel Decques? Si oui, avez-vous une prolongation par l'aspect du topic communiste? Belle question. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Ça peut être aussi des ajouts, des compléments. N'hésitez pas. Hein. Alors, je veux bien répondre évidemment à vos deux questions qui sont tout à fait importantes. Il se trouve que dans ma propre jeunesse de chercheuse, j'ai travaillé sur la jeunesse. Enfin, justement, j'ai consacré ma thèse à cet enjeu de la jeunesse, mais pas dans la même période, plutôt pendant au temps de la guerre d'Algérie. Mais du coup, j'ai publié plusieurs ouvrages sur ces questions, la jeunesse, à quel moment elle existe, etc. Donc, je suis d'autant plus sensible à votre question. Mais en fait, on peut véritablement parler de jeunesse comme groupe social quand cette jeunesse, elle peut avoir une existence singulière, quand elle peut, par exemple, échapper au travail. La jeunesse, on parle surtout de la jeunesse, alors, je vais nuancer, hein, mais déjà, je taille à la serpe, on parle surtout de la jeunesse à partir des années 50 et surtout les années 60. Enfin, il y a déjà les régimes autoritaires et totalitaires qui ont voulu embrigader la jeunesse, voilà, dans les années 30, etc. Bon, je fais un détour par le XXe siècle, hein, mais pour répondre à votre question. Et puis après, dans les années 60, à partir du moment où les jeunes peuvent se constituer une culture où, en fait, l'âge de la scolarité obligatoire, pour ce qui concerne la France, 16 ans, c'est 1959. Donc là, on va pouvoir voir une jeunesse qui a sa musique, qui a ses vêtements, qui a ses modes, etc. Et puis qui peut échapper quand même au travail. Bon, dans les années 60, hein, il y a... Dans les années 60, en 68 par exemple, ça me permettra, je n'oublie pas votre question qui porte sur la commune, hein, mais en 68, il n'y a que 12% des jeunes qui sont étudiants. Hein, 12%. Donc on s'imagine toujours que la jeunesse en 68, c'est les étudiants. Mais en fait, non, la majorité des jeunes à cette époque, ils travaillent.
Ils travaillent en usine, ils travaillent comme maçons du côté des ouvriers en bâtiment, ils travaillent dans les services publics, comme facteurs, comme pour ce qui concerne, par exemple, mon cher papa qui est là, etc. Bon, et puis comme ouvrier agricole, sur les exploitations, bref. Donc, vous imaginez que sous la commune, là, si je vous dis 12% d'étudiants en 68, 100 ans avant, les étudiants, c'est à peine 2% d'une classe d'âge. Hein. C'est plutôt 1%. Donc déjà, il ne faut vraiment pas vous imaginer que la jeunesse, ce serait le monde étudiant. D'ailleurs, ce n'est pas ce que vous avez sous-entendu, mais c'est vrai qu'on pense souvent à étudiants. Bon, les étudiants, ils ont pu participer d'ailleurs. On les appelait surtout la jeunesse des écoles. On les appelait pas vraiment les étudiants, on appelait ça la jeunesse des écoles. D'ailleurs, à Paris, il y a une rue des écoles, dans le quartier latin, près de la Sorbonne, etc. Ils avaient pour certains participé à des mouvements révolutionnaires, comme en 1830. Hein, on pense au fameux tableau de la Croix, La liberté guidant le peuple. Il y a un étudiant, il y a même un étudiant de l'école polytechnique, etc. Certains avaient participé aussi à février 1848, la révolution qui mène à la Seconde République. Mais là, la commune, non. Non, mais la commune, en fait, ça fait vraiment peur aux classes possédantes, la commune. Je vous ai dit, il y a des exceptions, mais il y a quelques médecins, il y a quelques avocats. Jules Vallès, bon, c'est un écrivain. Bon, c'est un écrivain qui vit quand même assez difficilement. Hein. Courbet, le peintre, bon, c'est quand même des artistes assez marginaux, si vous voulez. Donc, bon, il y a quelques républicains bourgeois qui rejoignent la commune. Victor Hugo ne participe pas à la commune, mais c'est un des très, très rares écrivains qui soutiennent la commune. Bon. Donc, les étudiants qui sont quand même essentiellement issus, qui sont issus d'une bourgeoisie possédante, non, ils ne soutiennent pas la commune. On a une représentation infernale, vraiment, de ce peuple communard. Voilà. Bon. Mais en revanche, la jeunesse, si vous voulez, on ne peut pas en parler comme une catégorie. On ne dit pas la jeunesse à cette époque. Non, on ne dit pas ça. Mais en revanche, beaucoup de jeunes participent à la commune. Et beaucoup d'enfants, d'ailleurs. D'ailleurs, j'aurais pu vous montrer des documents incroyables. On voit des listes des gens qui construisent les barricades. Et on a leur âge. Et donc, il y a des gens qui ont 72 ans et des enfants. Bon, c'est terrible, hein, mais ce sont des enfants qui ont 10 ans, qui ont 12 ans et qui vont participer à la construction des barricades. La figure du Gavroche, hein, voilà, Victor Hugo, dans Les Misérables, s'inspire des barricades de 1832. Mais la figure du Gavroche, c'est une réalité sociologique, en fait. Ce jeune gamin de Paris. Et on va les trouver énormément sous la commune. Et on va trouver aussi beaucoup d'enfants de 12 ans à 16 ans. Arrêtés. Bon, pour la plupart, alors certains vont aller dans des sortes de colonies pénitentiaires où ils ne seront pas envoyés en Nouvelle-Calédonie, etc. Hein, mais ils seront quand même enfermés pour certains. Bon, la plupart seront libérés, hein, mais il y a quand même des jeunes enfants et adolescents qui meurent aussi pendant la semaine sanglante. Hein. Donc oui, la jeunesse, et en fait, le nombre de membres de la commune, du conseil de la commune, qui n'ont même pas 30 ans, ils ont 24 ans, 25 ans. Théophile Ferré, dont je vous parlais, qui devient en quelque sorte le responsable de la sécurité publique, et c'est lui qui va décider de l'exécution des otages, il a 25 ans. D'ailleurs, Louise Michel est un peu amoureuse de lui. Mais il a 25 ans. C'est incroyable comme ils sont jeunes. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a vraiment énormément de jeunes. C'est un mouvement intergénérationnel, mais on ne peut pas dire qu'il y a une catégorie qui serait la jeunesse qui interviendrait plus qu'une autre. Voilà. Et alors, vous avez eu bien raison de citer le magnifique documentaire de Raphaël Messan. Je suppose que c'est à ça que vous faites allusion. C'est le documentaire avec des gravures de l'époque. Donc, Raphaël Messan, qui est un graphiste merveilleux, dont le travail est merveilleux, et qui a d'ailleurs, je vous recommande aussi ces bandes dessinées qui s'appellent Les damnés de la commune, 3 volumes, à partir des gravures de l'époque. Et ça a été adapté en film documentaire sur Arte. Et donc, en effet, il évoque les francs-maçons. En fait, oui, il y a une partie des francs-maçons. C'est comme dans tous les courants politiques. Hein. Certains sont contre la commune, très, très opposés. D'autres la regardent d'un œil plutôt bienveillant.
même s'ils n'y participent pas. Et en fait, beaucoup vont essayer de négocier. Ils vont vraiment vouloir négocier avec Thiers. Il y a eu beaucoup de tentatives de négociation. Mais Thiers a été impitoyable, implacable. Voilà. C'était hors de question de trouver une solution négociée. Il y a des questions écrites. Oui, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions écrites. Il y a des questions écrites. Oui, alors il y avait d'ailleurs votre question, Nassim, sur Voyage en mytharchie. Oui, je l'ai lu. J'ai trouvé ça formidable. C'est donc c'est sous-titré « Essai pour tout reconstruire ». Donc c'est une fiction, en fait, une utopie, en fait, une sorte d'utopie. Voilà, c'est un universitaire d'ailleurs qui a un accident d'avion et puis il part chercher du secours et il se retrouve dans une société dont il ne connaît pas du tout l'existence et qui en effet ressemble un peu par certains côtés aux aspirations de la commune, même s'il y ajoute d'autres dimensions, par exemple, je sais pas, l'émancipation sexuelle, etc., le rapport à l'enfance, où en fait les enfants dans cette utopie voyagent en misarchie, donc c'est une société qui n'aime pas arquer le pouvoir, hein, qui n'est pas anarchiste, mais qui repousse le pouvoir. Les enfants ne vivent pas avec leurs parents, ils vont, voilà, et ils estiment que c'est dommage de n'être élevé que par une ou deux personnes. Il faut grandir au milieu de plein de gens et qu'on puisse apprendre de tous ces gens, etc. D'ailleurs, on est parlé à mes propres enfants qui se sont dit « Tiens, mais en fait, c'est une bonne idée. Pourquoi on est élevé juste par nos parents ?» Enfin, voilà. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Rojava. Oui. Il y a beaucoup de textes, vous avez raison, qui sont sortis sur le Rojava, notamment chez Sileps, et puis aussi aux éditions Libertalia, on peut lire des textes sur le communalisme, enfin sur la Confédération démocratique du Rojava. On peut lire aussi des témoignages des brigades internationales, un peu sous le mode des brigades internationales pendant la guerre d'Espagne, hein, c'est hommage au Rojava, donc des gens, dont des Français hein, qui sont partis au Rojava pour soutenir cette expérience. Est-ce qu'on peut imaginer que la commune est le point de départ de la conscience ouvrière et du mouvement de l'internationalisme ouvrier? Ce n'est pas vraiment un point de départ parce qu'en fait, justement, la commune, elle ne s'expliquerait pas s'il n'y avait pas déjà tout cet héritage, toute cette constitution justement d'une auto-organisation ouvrière qu'on peut faire remonter au moins aux années 1830, justement, avec par exemple les canuts, avec tout ce courant républicain dans le mouvement ouvrier qui se constitue aussi. Il y a même des souvenirs par ailleurs de Babeuf hein, sous la Révolution française, qui lui se dit communiste. Et puis par exemple, je vous ai parlé de l'école, par exemple. C'est vraiment d'ailleurs complètement inscrit dans le mouvement ouvrier. Hein. Mais il y avait déjà plein de tentatives justement pour une école ouvrière avant la commune. Bon. Et l'internationale, voilà, elle existait avant la commune. Elle date donc de 1864. Au contraire, on peut dire que la répression terrible de la commune, c'est une extermination, mais c'est du coup une décapitation du mouvement ouvrier, hein, puisqu'il y a les morts et il y a aussi les déportés. Ils vont être amnistiés en 1879. Donc, beaucoup vont revenir à partir de 1879, 80 et les années qui suivent. Mais quand même, ça a été très difficile. D'ailleurs, l'internationale n'y a pas survécu. Il va y avoir plus tard la deuxième internationale. Donc, ce n'est pas un point de départ. Et puis, bon, avec la répression, c'est vraiment une catastrophe pour le mouvement ouvrier. Et ensuite qui va se reconstituer, et justement en ayant le sentiment, vous parliez, je crois, M. Foreau, de Victorine Brochet tout à l'heure. Victorine Brochet, elle écrit « Souvenir d'une morte vivante », réédité d'ailleurs aux éditions Libertalia. « Souvenir d'une morte vivante », c'est vraiment l'impression qu'on est un peu mort, comme les autres. On a survécu par miracle. Victorine Brochet, d'ailleurs, c'est justement un miracle, parce qu'une femme a été exécutée à sa place. Les fusilleurs, les sabres-peuples, hein, comme on dit dans La Semaine sanglante, l'ont prise pour Victorine Brochet. Bon. Et donc, elle a d'autant plus le sentiment d'être une sorte de spectre, en fait. Et donc, il va y avoir cette idée quand même que les morts hantent, que les morts, comme dit Marx, le mort saisit le vif, quoi. Que les morts sont là, sont présents, sont comme des spectres. Lissa Garay, qui est un magnifique historien de la commune et qui a vécu la commune, Lissa Garay a écrit un texte sublime
sur les spectres, hein, les fantômes de la commune qui viennent hanter l'Assemblée de Versailles. Donc voilà, ce serait plutôt 1848, oui, enfin voilà, sur l'insurrection ouvrière de 1848, et justement, enfin bon bref, ça serait vraiment trop long parce qu'il est tard, je ne veux pas abuser de votre patience, mais bien sûr qu'il y a quelque chose de très important qui se joue en 1848. Peut-on comparer le mouvement actuel au Kurdistan? Oui, alors comme je vous le disais, hein, il y a une volonté de s'auto-organiser avec des assemblées, avec ce qu'on appellerait, ils ne disent pas ça sous la commune, mais nous on appellerait ça une démocratie directe. Voilà, démocratie directe, des assemblées populaires qui décident de tout, qui décident de ce qu'on va produire, quels sont les besoins, de ce qu'on va consommer, etc. Ce n'est pas seulement une forme politique, mais c'est aussi une forme sociale et économique, le confédéralisme démocratique. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que justement, vous savez, l'union des femmes, etc., ça vise aussi à ce que les productrices et les producteurs récupèrent l'ensemble de la valeur de leur production, qu'il n'y ait plus d'intermédiaires. Et c'est ce qui se passe au Kurdistan. Oui, le film Les damnés de la commune, on peut toujours le voir sur Arte. Il est magnifique. Une utopie qui semble à portée de main. Moi, je ne suis pas loin de le penser, hein, même si voilà, c'était quand même très difficile, mais oui. L'espérance de vie était faible, en effet. Comment communiquer efficacement dans un mouvement populaire sans les moyens technologiques apparus ensuite? Oh, oui, non, mais c'est une très bonne question. C'est sûr que, par exemple, c'est fou. Vous imaginez, ils organisent comme ça, un peu tout seuls, des élections. Il n'y a pas Internet, quoi. Enfin, il n'y a pas... voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans les quartiers, quoi. Et d'ailleurs, le comité central de la garde nationale, qui dit, nous, on ne veut pas garder le pouvoir, hein, on n'est pas légitime, donc on va organiser des élections, dit, on communique par affiches, hein, les affiches qui sont placardées dans la ville, des affiches rouges ou des affiches roses, etc. Et ce comité central de la garde nationale dit, élisez des gens qui sont proches de vous. Ne vous laissez pas séduire par les beaux parleurs. Ne vous laissez pas séduire par ceux qui disent, on va vous représenter, mais qui ne représenteront pas au fond vos intérêts. Donc, élisez-vous vous-même, en quelque sorte, c'est-à-dire des hommes comme vous, voilà. Des hommes qui vous ressemblent, qui sont des ouvriers, qui ne sont pas des bourgeois lointains, qui ne connaissent pas vos vies, en fait. Bon, voilà, excusez-moi pour les petits bruits, je vais couper ça. Quoi d'autre? Je n'ai pas bien compris ce qu'espéraient les communeux. Y a-t-il eu de la naïveté, une émulation collective qui n'a pas eu le temps de songer aux résultats de ces mobilisations? Vous avez parlé de l'intransigeance de tiers. Sait-on quelle issue favorable les Parisiens encerclés par deux armées imaginaient? Évidemment, on pourrait se dire qu'il y a une part de naïveté, mais bon, qui sommes-nous 150 ans plus tard pour juger? Vous imaginez, en fait, le 17 mars, le pouvoir, c'est Versailles, écrasant, c'est les Prussiens, voilà, bon. Et puis le 18 mars, c'est le peuple au pouvoir. Bon, c'est quand même une gestion très difficile à prendre en charge. Donc, oui, ils ont des hésitations, ils hésitent, hein, sur plein de choses. Il y a un épisode que je vous ai passé, c'est par exemple un moment en mai, c'est est-ce qu'on fait un comité de salut public, c'est-à-dire est-ce qu'on s'inspire de la Révolution française, on fait un pouvoir exécutif de 5 personnes pour être plus efficace, etc. Ils tâtonnent sur la Banque de France, ils tâtonnent. Évidemment, par exemple, Issa Gara, il va dire, mais quelle erreur de n'avoir pas pris l'argent de la Banque de France. Parce qu'ils ont manqué d'argent tout le temps. Il fallait bien payer, par exemple, les fédérés, les soldats de la garde nationale. Donc, il manquait tout le temps d'argent. Ils se sont dit aussi plus tard, pour ceux qui ont survécu, on aurait dû tout de suite marcher sur Versailles. Mais oui, mais c'est facile à dire avec le recul, parce que eux, quand ils arrivent au pouvoir, ils se disent, nous, nos priorités, d'abord, c'est la joie. Parce qu'il y a de la joie, en fait. On n'en ai pas assez parlé. Je parlais un peu des chansons, il y a des poèmes, etc. Mais en fait, ils veulent vivre, ils veulent revivre, ils ne veulent pas aller tout de suite combattre l'armée versaillaise. Ils espèrent. Alors, est-ce que c'est de la naïveté? C'est la question que vous posez, Nassim. Est-ce que c'est de la naïveté? En fait, comme je l'ai un tout petit peu dit tout à l'heure, ils espèrent rééditer la fraternisation. Voilà. La fraternisation du 18 mars. Ils y croient vraiment, parce qu'ils estiment tellement que c'est juste, que leur combat est juste et qu'il peut être partagé. Donc, pour répondre à votre question, bon, au bout d'un moment, par exemple, Eugène Varlin finit par avoir conscience. D'ailleurs, il va mourir dans des conditions atroces, Varlin, pendant la semaine sanglante. On l'emmène justement, c'est presque un chemin de croix, on l'emmène à Montmartre, justement,
dans la très belle rue des Rosiers, qui aujourd'hui s'appelle rue du Chevalier de la Barre, qui est restée presque comme à cette époque, hein, très, très belle rue, mais terrible, parce qu'on va dire, bah voilà, c'est là que vous avez tué les 2 généraux, là, donc vous allez mourir ici, on massacre. Et Varlin confie à Jules Vallès que ça sera une répression féroce et qu'on les abattra comme des chiens, comme des animaux, enfin pire que des animaux, quoi. Donc, évidemment, à un moment, il y a eu la conscience qu'il n'y arriverait pas. Mais ils se battent quand même jusqu'au bout, quoi. C'est quand même très, très, très impressionnant. Mais pendant longtemps, ils ont cru ils n'ont pas imaginé que Thiers leur ferait ça, parce que c'est inimaginable. C'est inimaginable un sacrifice de 10 000 ou 20 000 personnes. Donc, je ne sais pas si c'est de la naïveté, mais quoi qu'il en soit, on peut comprendre leur état d'esprit. Oui, exactement, Michel, votre question sur l'héritage, l'opposition entre 2 conceptions de la République. En fait, ces 2 conceptions de la République existaient déjà en 1848. Ça a été très, très bien montré par un magnifique livre de Samuel Hayat. Je vous l'écris dans le chat. Samuel Hayat. Pourquoi je n'ai pas pu l'envoyer? C'est parce que... Ah oui, voilà. Attendez, hop, je vous l'envoie. Voilà. Quand la République était révolutionnaire, c'est à propos de 1848. Et ça, évidemment, en 1871, on s'en souvient, quoi. C'est dans la mémoire immédiate, hein. Il y a vraiment une partie déjà du mouvement ouvrier qui considère qu'on peut faire une démocratie directe. Encore une fois, ils ne l'appellent pas comme ça, mais ça revient à ça. C'est-à-dire, dans les quartiers, dans les fabriques, dans les ateliers, on s'organise en assemblée, etc. Et c'est là qu'on va décider. Et l'autre version, c'est la démocratie représentative, et que beaucoup jugent bourgeoise, et que beaucoup jugent abstraite. C'est-à-dire que on peut toujours dire liberté, égalité, fraternité, mais s'il n'y a pas véritablement la justice, si les conditions sociales ne sont pas réunies pour les mettre en œuvre, ce sont des principes, comme le dit Maxime Lisbonne, je vous le disais tout à l'heure, ça reste platonique. L'échec de la Commune, Samuel, a orienté ce qui a été appelé le léninisme et la militarisation des bolcheviks. Alors, bien sûr que le mouvement ouvrier, le mouvement révolutionnaire va beaucoup s'interroger sur la Commune. Marx disait que la force déjà de la Commune, c'est d'avoir existé, c'est d'avoir prouvé que c'était possible, voilà, que le peuple pouvait en quelque sorte s'auto-organiser et prendre lui-même le pouvoir. Mais donc, il va y avoir plein d'interrogations. Et Lénine va se dire, en fait, ce qui manquait peut-être, c'est un parti. C'est un parti organisé. Alors, il existait. Ce n'était pas des partis, on ne les appelait pas comme ça, mais il existait quand même, évidemment, des organisations, etc. Donc, oui, Lénine va essayer plutôt de théoriser l'idée qu'il faut... Mais il n'y a pas que Lénine, parce que ce qu'on oublie souvent, on oppose souvent les anarchistes, évidemment, et les communistes, pour plein de raisons qui sont justes. Mais Bakounine, par exemple, qui était à Lyon à cette époque, qui a essayé de participer à la Commune de Lyon, donc un grand penseur anarchiste, théoricien anarchiste, lui, il disait quand même il faut centraliser et militariser le pouvoir, parce que sinon on se fait écraser. Hein. Donc les anarchistes aussi, ils pouvaient penser ça. Il n'y a pas que Lénine plus tard. Voilà. Francis, tu veux faire la conclusion? Oui, surtout la conclusion, c'est que je voudrais d'abord remercier Ludivine bien pour sa présentation, pour surtout la chaleur avec laquelle elle a répondu à toutes les questions. Et puis l'on voit surtout que son propos a intéressé, puisque vu le nombre de questions, je disais ce midi quand nous avons eu un échange que je ne savais pas quand ça allait se terminer, puisque quand il s'agit de visioconférence, ça peut parfois se terminer un peu plus tôt, mais ici, la preuve, nous avons dépassé de pratiquement, je ne vais pas dire une demi-heure, mais presque, oui, en tout cas 20 minutes, l'heure de clôture habituelle. Vous voyez que, en tout cas, je vous remercie, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, là, parce que ça fait pratiquement 2h30 que vous parlez. Bien. En tout cas, un grand merci. Voilà, je crois que nous avons appris beaucoup de choses et surtout, nous avons appris que l'on peut encore espérer des espoirs, qu'il faut effectivement toujours agir.
bien, ne pas regarder la commune comme quelque chose d'absolument passé. Donc peut-être je reviens sur commémorer, on peut la commémorer, mais sans en faire un événement révolu, bien, complètement achevé, mais que nous pouvons retenir beaucoup de choses de ce mouvement. En tout cas, moi j'en retiens, j'aurais même encore des questions, mais je vais en rester là, et bien entendu, ne pas abuser de votre patience. Bien. Et je remercie aussi tous ceux qui nous ont rejoints ici, et je leur rappelle que nous allons avoir 2 autres conférences, bien, l'une donc qui a un aspect un peu plus poétique avec Jacques Darras le 31 mai, qui aura lieu, nous l'espérons, en présentiel, bien sûr, à la Comédie de Picardie, et puis il s'agit sur la poésie en ce rapport avec la Picardie, puisque la Picardie est une grande terre. Bien, mais ça s'étend jusqu'à Lille, la Picardie, Madame Bontilly, puisque vous êtes lilloise, je sais, vous êtes lilloise. Moi, je suis roubaisien, vous voyez que je fais mes études à Lille. Donc, voilà. Et puis, ensuite, nous aurons, je crois que c'est, je ne me trompe pas, le 10 juin, là aussi, j'espère que ce sera en présentiel, une conférence sur les usines. Le 8. D'Amiens. Bien. Le 8. Voilà. Je vous remercie. Avec plaisir. Je vous dis à bientôt. Merci, Madame. Merci pour tous ces commentaires très chaleureux. J'en suis très touchée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et à bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne Merci soirée. pour cette organisation.